bonsoir à vous et bienvenue sur votre live. Au programme de ce soir, un podcast de Podcut.studio, Monsieur Cyril Friends, qui vous parlera de séries télévisées avec humour, passion et houblon. En suivra un film érotique du mercredi soir, Le Trou Blion, qui je vous laisse découvrir par vous-même parce que c'est un petit peu tôt pour en parler maintenant. Allez, bonne soirée à vous. Monsieur Suri is part of the Podcut family of podcasts. Bonsoir, merci à la speakerine ou au speakerin, peu importe, à Michel. 2 LE plus un L encore en plus, histoire de brouiller un peu tout le monde. Épisode est là, comme d'habitude, je sais plus, 7 de la saison 5, on est le 9 octobre 2019, et on va vous parler série télé avec Cécile. Bonsoir. Élodie. Bonsoir. Et Olivier. Bonsoir. Voilà, tout le monde est prêt, tout le monde va bien. Oui. On est ready. Ready, tout va bien. Alors ça c'est parfait. Ouais, on est ready. Ouais, alors le titre, parce que pour une fois, j'ai le titre avant de faire le podcast, et ça c'est quand même super rare. Hein, c'est quand même super rare. Ça s'appelle Mr. Robot et sa relation avec Batwoman. C'est un gros mytho. Voilà. Mais bon, quand j'ai des trucs qui me permettent de faire des titres un peu sympas, ça va beaucoup plus vite. Donc, comme ça, vous savez qu'on va vous parler de mythos sur Arte, de Batwoman, c'est de CW, Mr. Robot, et je sais plus, il y a aussi Primal, ça c'est une série animée, donc ça c'est dans les recommandations. On va vous parler aussi de l'actualité, faire un petit passage sur quelque chose qui a un peu enflammé Twitter en début de semaine, un petit truc de rien du tout, hein, avec South Park. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant du programme. Et bonsoir à Azerty34, fidèle au poste. Alors, on va lancer le générique pour l'actualité. Au niveau de l'actu, on commence avec Cécile. Tout à fait. On va commencer avec des zombies, parce que, oh là là, les zombies, ça fait peur. Et donc, The Walking Dead, ça fait 9 saisons maintenant, on va attaquer la 10e, il me semble. On a 5 ans de spin-off Fear the Walking Dead, et ils se sont dit, oh bah ça suffit pas, hein, faisons un nouveau spin-off. Il en reste un petit peu, je vous le laisse. Donc, au printemps 2020, on a un nouveau spin-off qui va débarquer donc, sur AMC et qui sera diffusé en France sur Amazon Prime Video. Là où Walking Dead, je crois que c'était Netflix. Et Fear the Walking Dead, je crois que Amazon Prime l'avait déjà. Donc là, voilà, on va avoir ça. C'est un peu le bordel selon les pays, donc... Ouais, c'est ça, c'est pas très... Non, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Mais bon, là, en tout cas, c'est sûr, Prime Video France l'a annoncé, ce sera chez eux. Ouais. Et donc... Pardon. On pourra suivre des adolescents. Cette fois-ci, on va rajeunir énormément les personnages. Et ce sera des personnages qui n'auront en fait pratiquement connu que l'apocalypse. D'accord. Ils sont nés pendant l'apocalypse. Bah, ils sont nés, ils étaient enfants. Enfin, je crois que ça commence 10 ans après. En fait, ça va commencer là. Donc, ça fait 10 ans que l'apocalypse a eu lieu. Donc, s'ils sont ados, ils étaient nés avant, mais ils ont connu que ça. Ils ont grandi avec les zombies partout. Donc, ils sont peut-être plus adaptés à ce nouveau monde. Voilà. Ouais. Et il y a quelques images qui sont déjà sorties que vous pouvez voir, notamment sur le compte Twitter de Prime Video France. Voilà. Alors, ensuite, il y avait aussi, toujours chez The Walking Dead, on a appris qu'il y avait une 16e... Putain, je suis déjà très loin. 11e saison, voilà, qui a été commandée. Parce qu'apparemment, il y a encore des gens qui regardent. Mais paraît-il... Des gens qui se flagellent là devant. Comme j'ai vu sur Twitter, c'est une saison qui parlera de quelqu'un, du seul gars qui reste à regarder la série. Et qui est en train de se décomposer comme les zombies. Voilà, exactement.
mais Surtout, ils même disent moi, qu'il je va y fais pas avoir ça. un épisode musical. Et donc là, Oh. je suis. Peut-être je vais regarder quand même juste l'épisode musical Oh, juste c'est pour me clair, moquer. c'est tentant. En gros, Oh, c'est ce qu'on appelle en termes sériels, ils vont jump the shark, hein. Ouais, C'est c'est ça. ça. Et c'est surtout, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire, donc ils font un épisode musical. C'est souvent le cas dans des séries qui font des épisodes musicaux, alors que ça n'a rien à voir. Ouais. Mais- Ouais. Enfin bon, Après, après, on s'en souvient. oui, voilà. Mais bon, il y a quand même, par exemple, Buffy, il y a Scrubs qui a des... Voilà, et ça... Ouais, mais c'était dans le ton de la série. C'était. Oui. Là, franchement, Ouais, non, on non, là, s'y attend pas, là. Jump the shark, jump the shark. Alors, on reste avec toi, Cécile, pour autre chose. Oui, on a une saison complète qui a été commandée pour Prodigal Son. Donc, c'est la série de Fox avec Michael Sheen. Mhm. Puis donc, on vous en a parlé un petit peu, un enquêteur, un ancien enquêteur du FBI, profiler, dont le père est un tueur en série qui est enfermé. Et donc, ils mènent l'enquête ensemble pour trouver d'autres serial killers. Donc, la série marche pas mal, notamment en replay. Et moi, j'ai trouvé ça sympathique. Je suis un peu la série. J'ai pas encore décroché. Après, bon, il y a Michael Sheen, donc moi, j'aime bien. Je le connais pas trop, Henry. Henry. C'est le copain de Mike Anal. Oh, non. Play et Anal dans le même film. Oh. Oh non. En le disant, en fait, je me suis dit, j'aurais pas dû. Mais bon, voilà, c'est une des premières séries Ouais. qui voit sa saison Ça a été devenir vite. complète. Ça a été vite, Ah ça a oui, été ouais. vite. 2 Et, épisodes, boum. Voilà. Et ici, justement, qui c'est qui la regarde? Non, Non. je me suis arrêtée au pilote, ça m'a suffit. Bonsoir à Sébastien, qui nous dit Yop, il est sur Periscope. Oh bah dis donc, il y a des gens sur Periscope. Waouh. C'est le même qui regarde Walking Dead depuis le début. Il a entendu, il fait oui, on parle de moi. Quel accueil, voilà. Oi, oi, oi. Bon, alors, on passe des zombies et des tueurs en série vers autre chose, Olivier. Ouais, on va passer à nos amis les vampires pour rester un peu dans le domaine de l'horreur. Ça reste dans la Et, viande. Oui, on aime bien tuer des gens en fait. C'est un peu notre passion. Et, Tuer des gens. Tuer des gens. partout. Le pire, c'est que quand elle fait ça, je suis en train de voir, pour ceux qui ont vu That 70's Show, quand ils sont en train d'imaginer les parents en train de faire la fête sans eux, et ils dansent dessus sur je sais plus quelle chanson, et ils sont en ligne en train de danser, et ça serait parfait comme chanson. Parfait. Ça va avec tout. Mais oui, ça va avec tout. C'est tellement parfait comme chanson. Je te quitte. Allez, Allez, apprécie bien cette journée avec cette chanson dans la tête. Bisous. Allez, Olivier, donc, les vampires. Oui, du coup, en fait, j'ai eu l'occasion hier d'aller à la Cinémathèque française. Donc, c'est pour des gens qui sont à Paris ou qui sont de passage à Paris. Et alors, vous me direz pourquoi je parle de la Cinémathèque française dans une émission de série. C'est qu'en fait, il y a une expo vampire. Et que dans cette expo vampire, en fait, on parle cinéma, mais une fois n'est pas coutume, on parle aussi série, ce qui montre quand même que les séries commencent à prendre un peu plus de place dans le monde de l'audiovisuel. Mhm. Et donc du coup, et d'ailleurs l'expo s'appelle de Dracula à Buffy. Et donc dans cette exposition, on parle effectivement de films, mais on parle aussi de séries, de True Blood, de Vampire Diaries, Buffy, non, il parle pas de Vampire Diaries, mais c'est bien. mais il y a des séries animées, enfin voilà. D'accord. Donc voilà, je vous conseille l'exposition, et surtout dans le cadre de cette exposition, il va se passer un marathon Buffy. Ah là, Et ben, donc, dis donc, vous êtes synchro avec le chat, c'est fou. Il y a Citizen qui dit Marathon Buffy. Oui. Le 14 décembre, donc ce sera de midi à minuit. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que les gens peuvent voter pour les épisodes qu'ils ont envie de voir. Donc si vous avez envie de... Je sais pas exactement dans quelle mesure on peut voter, mais voilà, je sais que les personnes de la Cinémathèque m'ont dit que donc il y aurait un vote pour savoir, donc allez voir peut-être sur le site de la Cinémathèque ou
renseignez-vous. Mais donc voilà, je trouve ça sympa, et l'idée de se faire de midi à minuit de Buffy, moi je trouve c'est plutôt pas mal. Et il y aura aussi une petite conférence sur Buffy animée par Paco Thielman, que je connais pas, mais qui sera le jeudi 19 décembre à 19h. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal de la part de la Cinémathèque d'ouvrir un peu son angle de vision vers les séries un petit peu, et nous proposer tous ces événements autour de Buffy. Voilà, donc je voulais le souligner, et je vais peut-être y participer. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, je sais pas s'il y a ça en France, mais en tout cas, j'ai vu que passer un truc que je pourrais peut-être pas y aller, ça m'énerve, parce que bon, c'est un peu compliqué quand on est père de famille. Il y a un marathon Friends au cinéma, avec des 12 épisodes remasterisés en 4K, je crois que c'est le 19 octobre, en tout cas en Belgique, à travers toute la Belgique, où on a droit à 5h40, pause comprise, d'épisodes qui ont été sélectionnés aux États-Unis avec des images inédites, etc., des activités. Je sais pas s'il y a cet événement-là. Ça me dit rien. France. En France, ça me dit rien. Non. Voilà, en tout cas, c'est Kinépolis, entre autres, dans les cinémas et les cinémas pâtés en Belgique, qui vont faire ça. Ça coûte à peu près 25 €. Sauf si on est étudiant, là ça coûte 17. Et on a la liste des épisodes avec Chandler in a Box par exemple. Et voilà, de Prom Video, de Blackout, et voilà, et d'autres. Donc il y a 12 épisodes, et c'est le 19 octobre, donc si vous êtes en Belgique, c'est encore, je crois qu'il y a encore moyen de le trouver un peu partout, et pas que à Bruxelles, pour une fois, c'est fait plaisir. Bon, voilà, la sélection en tout cas, elle part bien. Parce que... Oui, bah voilà, en tout cas, c'est bien. J'ai vu ça, c'est aux États-Unis, ils le font. Là, ils le font en Belgique, donc je suppose qu'en France, ça va suivre. Hein. Je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Parce qu'ils sont du Friends au méchants. ciné. Du Friends au ciné. The fuck. Bah oui, c'est les 25 ans, il faut le fêter comme il se doit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les news? Ah, alors, je pense que tout le monde l'a vu. La censure. Ouais, Qu'est-ce que c'est ridicule. La censure de South Park. Alors, ridicule, pas ridicule. Non, ce qui est ridicule, c'est le community manager de Netflix, quoi. C'est ça. Il a parlé avant d'avoir l'information, qui s'est un peu trop précipité. Quoi. Voilà, c'est la gestion de crise qui est un peu ridicule. Ça explique aussi sans doute pourquoi Amazon Prime n'a pas pu mettre en jour prévu l'intégrale. Parce que bon, c'est des épisodes qui, déjà par le passé, avaient été censurés, ou en tout cas avaient demandé d'être revus niveau, comment dire, l'âge limite, l'âge de base à respecter pour les voir. Certains épisodes sont même plus là du tout, hein. Le souci étant que comme c'est sur des services de SVOD, forcément c'est accessible à beaucoup de personnes très facilement et à n'importe quelle heure, tandis que quand ça passait à la télé, on avait encore la possibilité de dire que ça peut pas passer avant telle heure, donc ça posait un autre problème. Et on a 10 épisodes qui ont été coupés, enfin en tout cas coupés du catalogue. 4 épisodes en saison 15, 2 en saison 16, 2 en 17, 1 en 18 et 1 encore en 19. En général, ce sont des épisodes qui attaquent, pour la plupart du temps, la censure parle d'attaque à soit une minorité, soit une population bien précise, une religion ou des types de personnes. Voilà, il y a assez souvent les juifs, les terroristes qui prennent beaucoup là-dessus. Il y avait des épisodes qui avaient déjà été censurés même aux États-Unis, juste parce que en fait Comedy Central avait peur pour eux et pour leurs auteurs. Donc il y a toute une raison, mais c'est vrai que globalement, ensuite le fait de censurer des choses, je suis jamais vraiment pour. Il y a c'est Non, en général, enfin, je Ça- sais ça- plus c'est qui quelque avait chose- fait ça, c'est quelque chose qui me mais gêne. c'était très bien. C'était de diffuser l'épisode, mais de rajouter un message au début. Ouais. Du style, bon bah voilà, on vous rappelle que c'est une série satirique, qu'en aucun cas on prend position, machin. Et je trouvais ça plus intelligent d'expliquer plutôt ce que la série essaye de dénoncer, plutôt que de censurer l'épisode. C'est un peu, on sait pas trop les réactions que ça va avoir, nous on veut se couvrir, nous fermer vos gueules. Bon. Voilà, le fait de...
c'est pas la première fois et ça arrivera encore plus comme ça. C'est le fait de voir que voilà qu'on censure et c'est surtout le problème de ok, vous l'avez fait, vous l'assumez. Enfin, en tout cas, c'est pas eux, c'est pas Netflix qui l'a fait, c'est pas Amazon Prime, c'est le CSA, on le sait. Voilà, c'est les autorités qui sont là pour justement vérifier des choses et apposer voilà une censure, en tout cas un veto sur des choses qu'ils considèrent comme ne pouvant pas être diffusées. Ben voilà, c'est comme ça. On n'a pas, il n'y a pas vraiment lieu de discuter. Non, mais là, ou pas. Mais c'est surtout le fait, c'est ça comme tu disais, c'est le ridicule de la façon dont c'est géré. Au lieu de jouer la transparence complète et dire, bah écoutez, voilà, le CSA depuis le début, quand c'était sur Game One et même avant, a décidé que ces épisodes-là ne pouvaient pas être diffusés. Bah nous, on suit les réglementations. Point. Il n'y a pas de à tortiller du cul pour chier droit, quoi. C'est comme ça, point. Et pas genre dire ah ben on ne sait pas, il y a des autorités qui ne veulent pas. C'est quoi cette façon de gérer le message, quoi. Ça embrouille tout le monde et ça t'envoie à toi une mauvaise image. Là, depuis, ils ont dit l'inverse, justement. Ils ont dit que c'était justement c'était pas le CSA qui avait dit ça, c'était les ayants droit. C'était ouais, les Viacom à qui ils ont acquis les droits, qui leur donnaient pas accès à ces. Il y a du vrai, c'est que il y a une partie des épisodes, c'est les ayants droit qui ont dit non, voilà, on veut pas. Mais il y a aussi une autre partie, c'est le CSA qui, déjà à la base de voilà, Game One et autres, on dit non. Il y a même des épisodes, donc les fameux épisodes 200 et 201, qui n'existent plus. Enfin, globalement, n'existent plus. Et, ni sur les DVD, sur les Blu-ray, etc. Je pense que peut-être, oui, en streaming, en fouillant un peu, tous ces épisodes-là, vous les trouvez. Parce qu'ils ont existé à un moment donné. Mais voilà, il y a des réglementations dans chaque pays et bah, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'énervait le plus là-dedans, c'est la façon dont ça a été géré. Oui. Et le fait que... Prime n'a rien dit du tout, par contre. Hein. Mais le CSA, lui, c'est pas lui qui a bloqué. Hein. Le CSA, ils ont fait un communiqué. Ils interviennent après la diffusion. Hein. Ils n'empêchent pas la diffusion de quelque chose. Ils interviennent s'il y a eu un problème lors de la diffusion. Sauf que ce sont des choses qui ont déjà été diffusées, donc ils le savent. Oui, mais là, c'est pas eux qui ont bloqué Netflix, en tout cas. C'est un choix de Netflix de pas l'avoir mis. Surtout qu'ils ont aucun. Mais c'est surtout qu'ils ont pouvoir sur Netflix. C'est ça. Mais c'est surtout, voilà, c'est ça le fait. Mais c'est surtout que le CSA les avait déjà de toute façon bloqués, donc ils se sont dit ah ouais, ça a déjà été le cas. On va pas le faire parce que sinon on va devoir les retirer nous, et puis ça va gueuler encore plus. Et finalement. En faisant le tout autrement, ben, les gens gueulent tout autant, et voire même plus, parce qu'en gros, il leur dit, mais vous nous prenez pour des cons, quoi. Oui, et puis parce que ça a été mal géré de la part du CM de Netflix qui, chaque jour, est de plus en plus mauvais, et puis voilà, quoi. Mais alors, on demande, voilà, est-ce que les épisodes 200 et 201 seront sur Amazon ? Très franchement, non, parce que ça, c'est clairement les ayants droit, les Comedy Central, et je pense que même Trey Parker et Mark Stone... ne le permettent plus, parce que ça posait vraiment un énorme problème par rapport à Daesh de mémoire. J'essaie de retrouver un peu les notes. En tout cas, il y avait vraiment un truc qui était très sensible, beaucoup plus que tout ce qui a été noté dans les dans les autres épisodes et les raisons pour lesquelles ça a été fait. Et donc, ce qui se passe aussi, ce qui est assez bizarre et qui peut aussi prêter à la confusion, c'est que les épisodes qui ont été mis en ligne prennent en compte l'absence des autres épisodes pour revoir la numérotation. Donc tu ne passes pas de, par exemple, je sais plus, c'est la saison 15, c'est épisode 2, 4, 8 et 13. Mais globalement, voilà, ça va faire 1, le 2, ce sera en fait le vrai 3, et le 3 reste le même, puis Oh, c'est un bordel pour tenir son but de la série après. Le 5 devient le 4. Enfin, c'est un bordel. Voilà. Alors que bon, globalement, tu dis, ben non, ça peut pas être diffusé parce que c'est déjà, quand on on n'a pas regarde voulu, pas autorisé, et peu importe, quoi. Quand on regarde South Park, on s'attend quand même à avoir à avoir du mauvais esprit, à avoir Oui. pour venir avec son 5e, 6e degré, quoi. Voilà. Bon, il y a des choses qui, c'est vrai, sont tendues politiquement.
Ouais, mais bon, ça fait partie du jeu d'une série comme South Park, quoi. Ouais. À un moment Ouais, donné, il faut assumer. On Voilà, va en pas tout cas, commencer à censurer tout. C'est pas possible, quoi. En tout cas, je voulais juste rapidement revenir là-dessus, sur le fait que, ben voilà, faut essayer d'arrêter de mentir aux gens et dire les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux une vérité qui fait chier que commencer à faire des mensonges dans tous les sens qui embrouillent tout le monde et finalement, ça se retourne contre soi. Voilà. Donc, pour South Park, c'était ça. Ensuite, Search Party, qui depuis décembre 2017 avait disparu des radars, revient pour une 3e et une 4e saison sur HBO Max. Donc ça passe de TBS à HBO Max. C'est la même... c'est pas Warner, c'est... si, c'est Warner. Merde, bref. La maison... C'est Warner, ouais. Ouais, c'est Warner, c'est la maison mère, la maison qui est derrière tout ça, qui en fait fait bouger certaines de ces séries d'un pan à l'autre, et fait revenir donc cette série-là qui voilà, n'a plus été vue depuis maintenant 18 mois. Ouais, ils ont intérêt de nous faire un bon récap avant la 3e. Ah ouais, ça c'est clair. C'est clair. Autant j'ai un peu de souvenirs de la première saison, autant la 2e, rien du tout. La 2e n'était pas extraordinaire. La première saison ça utilisait vraiment bien le principe de cette enquête entre les amis, les relations, voilà. Et le 2e, ouais, bof. Donc j'espère que déjà, niveau qualité, ce sera meilleur que la 2. Et que globalement, ben voilà, on aura effectivement un petit récap, ou en tout cas une façon de re-rentrer dans la série qui ne soit pas trop chiant et soit trop perdu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ça, c'est pour Elodie. Oui, une news qui ravira certains de ce podcast, puisque les créateurs de Big Mouth ont vendu leur prochaine série à Netflix, puisque Netflix a commandé Human Resources, donc c'est une workplace comédie, c'est une série animée, donc par les créateurs de Big Mouth, donc Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin et Jennifer Flackett, et le producteur Kelly Galuska. Ça sera un spin-off de Big Mouth. Par contre, jusqu'à maintenant, on n'a pas des masses de détails sur ce dont va parler la série. On sait juste que ça se déroulera dans le monde des monstres de Big Mouth. C'est tout ce qu'on sait, et il y a quelques images qui ont été publiées par Netflix. Il y a 30 secondes d'images. Ça montre juste que visuellement, c'est le même packaging que Big Mouth. Bah oui. Ça a l'air choupi mignon, pas trop. Oui. Et donc, on attend d'en savoir un peu plus, mais c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir des séries animées un petit peu sale gosse. Voilà, avec des petits monstres rigolos. Voilà, donc si vous avez aimé le Big Mouth, il y a de grandes chances que celui-ci puisse vous intéresser aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait niveau... Enfin, tout ce qu'il y avait, non. Je précise, de tout ce qu'on a, nous, retenu niveau actualité. Ce qui nous semblait, en tout cas, intéressant pour ne pas faire 3 heures de podcast. Parce que ça, on sait que vous n'aimez pas trop, enfin, certains. Donc on va pouvoir passer aux recommandations, et là on pourra durer un peu plus longtemps, parce qu'on a peut-être des choses à dire, je pense. En tout cas, Olivier, vu ce que tu dis sur Twitter sur cette série-là, il y a des choses à dire, et c'est tant mieux. Quelque chose que vous allez pouvoir voir de façon légale, tout de suite, maintenant, mais après le podcast quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Bon. Cécile. Oui, c'est moi. Tu as vu une série CW, et je pense que tu es la seule ici à regarder encore CW. Oui, c'est pour ça du coup que je me suis dit que j'allais en parler, parce qu'il y a quand même des gens dans ce monde qui regardent la CW et les séries DCW. Voilà. Non, mais c'est bien de te sacrifier pour nous, c'est bien. Merci beaucoup. Remercie. Le Arrowverse, le Berlantiverse, le machinverse. Donc, cette semaine a commencé Batwoman. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est comme Batman, sauf que c'est une fille, en gros. En moins gros, c'est donc l'histoire de Kate Kane, qui est la cousine de Batman. Oui. Et elle a perdu sa mère et sa sœur dans un accident de voiture. Elle est partie vivre un peu loin pour essayer de s'entraîner, devenir super forte et pour pouvoir intégrer l'armée que dirige son papa, les Crows.
Mais son papa, lui, il est pas fou. Enfin, toute sa famille a été tuée par elle. Ma petite chérie, tu vas pas rentrer dans l'armée. Tu vas Ben pas non. faire ça. On va essayer de te garder en vie. Je vais te protéger. Mhm. Mais bon, à un moment, son ex-petite amie se retrouve en danger et l'appel du héros faisant, elle revient dans la ville et elle va au manoir Wayne parce que donc cousin Bruce Wayne, il était riche et il a disparu. Mais bon, le manoir est toujours là et la tour Wayne est toujours là. Donc elle va fouiller dans la tour Wayne et oh mon Dieu, elle a découvert que Bruce Wayne, c'est Batman. No Non. shit. Non, mais je sais, mais attends, mais moi je savais pas, on m'avait pas dit. Et donc, elle va en gros récupérer tous les gadgets de cousin et devenir Batwoman. Mais bon, pour l'instant, tout le monde s'est pas rendu compte que c'était pas Batman qui était revenu, mais que c'était une nana, parce qu'elle a pas encore mis sa super grosse perruque rouge. Donc les gens, ils voient pas qu'il y a des nichons dans le noir sur noir, ça se voit pas très bien. Puis Elle bon, bouge très vite. non, et puis bon, je suis désolée, mais George Clooney en Batman, il avait des nichons aussi, donc c'est pour ça ils se sont pas rendus. Il avait pas des nichons, il avait des bad tits. Non, mais bon, Pareil. voilà, le pilote fait son taf dans le sens où il présente les personnages, on a l'intrigue qui est lancée, l'intrigue de la saison aussi, elle est déjà bien identifiée. Mhm. Après, moi, le problème que j'ai eu, j'en avais parlé en fin d'année dernière, c'est que Batwoman a été introduite dans le crossover de l'année précédente de la Oui. CW, mais elle était déjà installée en tant que Batwoman. Et Oui. là, on revient sur une origin story et ça me gonfle. Bah Mais oui, ça- tellement. bah oui, mais c'est J'en ai- c'est la j'en ai- facilité. C'est la facilité. Ouais, mais en plus, là, du coup, on l'a déjà vu avec son costume complet, avec bien installé dans la ville et tout. Et là, non, on repart du début. Et on va réajuster le costume. Donc on va avoir un moment où elle va avoir l'idée de mettre sa perruque, machin. Et Mhm. autre chose qui m'a agacée dans ce pilote. Mais je pense qu'ils vont se calmer. C'était vraiment pour bien Pour poser les présenter, choses quoi. dès le départ. Mhm. C'est elle est lesbienne. Elle est lesbienne. Vous avez vu, elle embrasse une fille. Elle est lesbienne. Oui, c'est bon, on a vu. T'as pas besoin de nous repasser 4 fois la scène où elle embrasse quelqu'un. Je suis woke. Je suis woke. Oui, Ah mais ouais, c'est- non, c'est- ça ne va pas du tout. je suis un Ewok, c'est pas pareil. Ah ouais, non. Là où Supergirl le faisait plus discrètement, mais on était quand même sur un personnage secondaire, la sœur de Kara. Là, c'est vrai que c'est un peu lourd. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que à cause de ça, la série se prend une tollée sur les sites de notation, notamment Rotten Tomatoes. Ah bon Ils se font noter. Il y a des 1 qui apparaissent partout parce qu'il y a des gars qui se disent oh mon dieu, Les barbares. une fille. Le peuple. Une fille lesbienne, on n'aime pas. Alors qu'ils ont pas regardé. Oui, d'accord. Ouais, ce genre de bashing, ok. Oui, Oh là le là bashing, là, putain. le bashing qui a eu Captain Marvel. Donc c'est une héroïne féminine qui bouscule un peu les codes et donc ça ne plaît pas du tout. Donc Ouais. rien que pour ça, j'ai envie de les emmerder que ça continue. Mais sinon, voilà, en série de super-héros, moi j'ai trouvé qu'elle était assez sympathique. Mhm. L'héroïne, bon, elle est un peu fade, mais ça va peut-être venir. C'est peut-être le manque de perruque qui me fait dire ça. Je sais pas. Mais voilà, après je vais continuer parce que c'est loin d'être la plus désagréable de la CW. Ah oui, d'accord. Mais bon, ouais. puis j'ai bien envie de voir ce que ça va donner dans le crossover. Mhm. Si elle est, j'avoue que je sais pas si elle est dedans dans celui-là cette année. Il y a tellement de gens dans le crossover de cette année que c'est le bordel. Mais c'est Ouais. vrai que là où Black Lightning m'avait pas trop intéressé, la Batwoman m'a un peu plus accroché, notamment avec le méchant de la saison que je vous laisserai découvrir. Donc, D'accord. Ou voilà, je vais continuer, on verra si ça s'améliore ou pas, mais c'est vrai que s'il reste Ouais. sur les tropes basiques et que ça va pas un peu plus loin que l'origin story, c'est vrai que ça risque de me pas. gonfler. Ça risque de Mais- vite tourner en rond. Mais on va essayer de lui donner sa chance. Voilà. Eh ben dis donc, c'était efficace. Et bon, on va passer sur pas des super-héros, des gens plutôt normaux, avec des problèmes plutôt normaux, sur Arte, pour l'instant en ligne surtout, c'est ça? C'est ça, ouais. Arte.tv. Je comprends pas cette. C'est très bien, ils mettent toute la série en ligne avant la diffusion de télé, donc c'est très bien pour nous. Mais je trouve ça un peu étrange pour leurs audiences, mais c'est pas grave.
Bon, peut-être que ça permet de faire en sorte que certains le voient avant, puissent en parler, ouais. et puis attirent des gens qui, eux, sont plus habitués à regarder la télé. Peut-être. Donc Peut-être. cette série, En tout c'est cas, moi, Mytho. c'est Mytho qui commence donc demain si Donc vous avez demain, pas envie de la regarder en le ligne. jeudi 10. On précise, Euh, parce que bon, si vous écoutez ouais, ça demain, vous ouais, serez parce déjà que si vous demain. nous écoutez dans 2 ans, ce sera pas demain, ce sera avant. Non. Voilà. Bon. Et donc c'est une série française. Et donc c'est une série française qui a été créée par Fabrice Gobert et Anne Berest, et avec Marina Hans et Mathieu Demy et beaucoup d'autres acteurs qui sont tous très bons. Et en fait, donc ça parle d'une famille française, tout ce qui est de plus normal, avec à leur tête donc la mère qui s'appelle Elvira, qui est une femme gentille, voire trop gentille, qui se fait un peu marcher sur les pieds tout le temps parce qu'elle ose rien dire. En fait, c'est une femme qui est totalement transparente, quoi. Tout le monde s'en fout d'elle, sauf quand elle doit faire les courses et qu'elle n'a pas pris ce qu'il fallait à manger. Donc, en fait, les seules fois où sa famille lui adresse la parole, c'est pour lui faire des reproches, pour lui dire que c'est pas les bonnes chips qu'elle a achetées, c'est pas les bonnes bières qu'elle a achetées, c'est pas le. En fait, à chaque. La mer. Pardon. Désolé. Non, désolé, c'est une blague à la con. Comme d'hab. Et donc, en fait, au bout d'un moment, elle en a un peu marre d'être transparente. Même au boulot, elle est transparente. Enfin, partout, elle est transparente, la pauvre. Et à un moment, elle en a marre. Et puis, elle s'invente un cancer du sein. Donc, elle dit à tout le monde qu'elle a une tumeur au niveau du sein et que, voilà, elle ne sait pas si c'est bénin, malin et compagnie. Et comme par hasard, pouf, toute sa famille, tout d'un coup, va s'apercevoir qu'elle existe et qu'il l'aime et que voilà. Et en fait, elle va s'apercevoir que grâce à ce mensonge, elle va réussir à résoudre tous ses problèmes, sauf que du coup, elle se retrouve dans une espèce d'engrenage mensonger qui est un peu le suspense de la série, c'est de savoir comment elle va sortir de ce gros mensonge, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le pitch. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette série, d'abord, c'est visuellement, je trouve ça. Et dès les premières secondes, on est plongé dans un univers qui est assez étonnant pour une série française. C'est que c'est quasiment une série américaine. Ça se passe dans un quartier pavillonnaire. Et en fait, c'est des pavillons qui font très américains, c'est tous les mêmes. La manière dont ils sont filmés fait vraiment penser à des films comme American Beauty ou comme Edouard Romain Argent. Enfin, il y a une vraie référence américaine là-dedans. Et donc, du coup, ça nous transporte dans un univers qu'on a peu l'habitude de voir en France et qui, au bout du premier plan, hein, on est vraiment, on rentre dans la série grâce à ça. Et grâce aussi à la musique de Jean-Benoît Dunkel, qui est Dunkel, je sais pas comment on dit, qui fait partie du duo de R. Donc voilà, c'est même dans la musique, c'est très américain en fait, parce que le R, ils sont français, mais ils ont une musique qui correspond très bien au film américain, notamment au film de Sofia Coppola. Et on est c'est un peu, on est dans Virgin Suicide aussi, quoi. C'est vraiment en termes de musique. Donc, je trouve que dans la forme, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça a été tourné en studio. Donc en France, ça arrive jamais. Hein. C'est vraiment, ça coûte un peu plus cher, mais du coup, ça leur permet de pousser les murs, de déplacer les choses, de faire des plans qui sont un peu plus recherchés que ce qu'on peut voir d'habitude. Et les personnages les personnages qui nous sont présentés sont vraiment des personnages qu'on a peu l'habitude de voir dans le paysage sériel français. Pourtant, a priori, ils sont normaux. Mais en fait, c'est un peu à l'anglaise pour le coup. C'est des personnages normaux, mais qui sont complètement déjantés, qui ont un fond de déjanté en fait. Donc, il y a par exemple les enfants de Marina Hans qui sont, il y en a une, c'est une fille qui a, je sais pas, qui doit avoir 11 ans, un truc comme 10, 11 ans, qui est obsédée par la Seconde Guerre mondiale et par Anne Frank. Elle est stressée par la vie d'Anne Frank en fait.
elle est persuadée que la guerre va revenir bientôt, et donc ça la met dans un état de stress assez fou. Il y a un autre, il y a un de ses fils qui est en fait qui est en transition, qui est transgenre en transition, c'est pas trop. Enfin, il s'habille en femme, il a une perruque, mais voilà, il y a que ça. Et donc ce garçon transgenre, il fantasme sur son correspondant allemand, au point d'acheter le maillot de l'équipe de la ville d'où vient son correspondant allemand. Il y a la grande sœur qui est, elle, complètement punk, qui est dans sa crise d'adolescence et qui veut rien avoir à voir avec ses parents. Et puis, donc voilà. Et puis le père, c'est un photographe. Il tient une boutique de photographie et il trompe allègrement sa femme. Donc voilà. Donc c'est des personnages qui sont normaux, mais chacun avec un background qui est mensonger ou assumé, mais qui est un peu spécial quand même. Donc c'est hyper intéressant de découvrir un peu tout ça, toute cette famille, les gens qui évoluent autour, tous les seconds rôles qui sont autour de cette famille sont vachement bons. Voilà, donc je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est très très bien interprété. C'est pas du tout interprété à la française, on en fait des caisses. C'est ce que j'avais demandé, est-ce que c'est interprété façon théâtrale comme c'est un peu souvent, trop souvent pas le du cas. tout. Okay. Pas du tout. Marina Hans, elle est excellentissime, franchement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une série qui est drôle, quoi. C'est une série qui est drôle, mais qui est pas drôle au sens, c'est pas les ch'tis, quoi. C'est pas les tuches. C'est une série qui est drôle parce qu'en fait, à un moment dramatique, il va y avoir un truc en arrière-plan qui va faire rire. En fait, c'est toujours par petites touches, par des moments où on s'y attend pas. Et avec des trucs un peu absurdes, un peu. Alors moi, c'est un humour que j'adore, donc forcément, ça a joué sur moi. Après, je pense qu'on peut être complètement hermétique, mais par exemple, à un moment donné, Marina Hans, au début, a fait une choucroute, et elle essaie de vendre sa choucroute à tout le monde, et en fait, tout le monde s'en fout de sa choucroute. Et donc, elle essaie de dire, tiens, vous voulez un peu de choucroute, un peu machin et tout, et tout le monde s'en fout, tout le monde part à droite, à gauche, et puis à un moment donné, hors champ, t'as la fille, donc on la voit passer dans le champ, elle sort du champ, et hors champ, elle balance, c'est un peu chelou comme mot choucroute. Et en fait, moi, ça m'a fait hurler de rire, parce que ce qui est vachement bien, c'est de l'avoir fait hors champ, en fait. Tout d'un coup, c'est un truc qui arrive, c'est un truc qui arrive de loin, qui est un peu déconnecté, parce qu'entre-temps, ils ont parlé d'autres choses, et je trouve ça hyper drôle, quoi, de pas avoir appuyé sur le truc, de pas avoir mis la personne qui dit la phrase à l'antenne, et je trouve ça vraiment drôle. C'est vraiment ce type d'humour que j'aime beaucoup, qui est très anglais, et pour ça, c'est une vraie réussite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque épisode a un peu son identité, en fait. Va y avoir le premier épisode qui est beaucoup plus sur le ton de la comédie. Par exemple, le troisième épisode qui est un peu plus centré sur la fille. Alors je sais pas comment on dit parce qu'elle est vraiment en transition, garçon transgenre, fille transgenre. Donc l'épisode va appuyer un peu plus sur lui, et ça va être un peu plus touchant, sa relation avec son correspondant allemand, justement. Au départ, c'est une blague, et puis ça devient un peu plus, touchant, et puis à un moment donné, très triste. Et voilà, la série, elle évolue dans différents genres. Je trouve hyper, c'est toujours subtil. Et à la sortie, ça fait une série qui est quand même assez dense, et où il y a plein de choses à voir, quoi. Moi, le premier épisode, j'ai envie de le revoir parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui m'ont échappé, autant dans l'humour que dans l'émotion, et voilà, je trouve que ça fait vraiment plaisir à avoir. Et voilà, donc ça commence demain sur Arte. T'es en train de me dire que globalement, quand une série française ne fait pas de la série française, ça marche bien? Ben voilà, c'est ça. C'est pas un peu dommage de se dire que pour qu'une série française soit enfin, en tout cas, te plaise ou plaise à certaines personnes, elles sont obligées d'aller chercher du côté anglo-saxon. Ouais, mais alors c'est hyper assumé de la part du réalisateur, qui le dit dans les interviews, qui dit clairement que lui, ses références, c'était Edouard aux mains d'argent,
Je sais plus de quoi il parlait mais c'était vraiment hyper assuré. Il parlait de Desperate Housewives, des trucs comme ça. Mais ce qui est vachement bien, c'est que finalement, il l'adapte quand même en France, quoi. C'est-à-dire que ça reste une série française, mais il le fait avec des codes qui sont beaucoup plus subtils que ce qu'on peut voir d'habitude dans les séries françaises. Donc je trouve que c'est un vrai bon mélange entre la série étrangère et la série française, quoi. On sent que ça a été digéré et ressorti de manière intelligente, quoi. Et ça, c'est quand même une bonne... c'est un vrai acte de bravoure parce que c'est pas évident à faire, je pense. Non, sinon ça sent le côté cliché et tout ça, le fait de digérer un genre, ou en tout cas une façon de faire. C'est pas simple. Ouais, faut que ça reste crédible, quoi. Faut que ça reste crédible, et là, ça l'est vraiment, quoi. Et surtout, c'est aussi grâce aux acteurs, hein, vraiment, je trouve que... Et les gamins en particulier, ils sont hyper bons, quoi. Il y a des moments où ils se disputent, on a vraiment l'impression qu'on est dans une famille où les gamins se disputent, ça chicane dans tous les sens, on a envie d'être Marina Hans, de gueuler un bon coup dans ce bordel, quoi. Donc c'est qu'on y est, quoi. Ok, très bien. Donc Mytho sur arte.tv. C'est ça. Et donc ce jeudi sur Arte à la télé. Un vrai coup de cœur. Hein. Combien d'épisodes par semaine Pardon ? Tu sais combien d'épisodes par semaine quand ce sera à la télé ou pas ? Je crois que c'est 2, non ? Je sais pas. En général, c'est 2. T'allais dire quoi ? Désolé parce que je t'ai coupé. Ouais, non, je dis, parce que souvent, en fait, des fois, on regarde des séries françaises et puis on se dit, ouais, bon, c'est pas mal, et puis on a tendance à en dire des gentillesses parce que c'est une série française et qu'une série pas mal, finalement, on en fait une bonne série. Là, c'est plus qu'une série pas mal, hein. C'est vraiment bien, c'est un vrai coup de cœur, quoi. C'est pas comme Marianne sur Netflix, quoi. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Oh, ça c'est fait, c'est passé. Ça clash. Voilà, ça c'est fait. Alors, de mon côté, il y a un truc qui va être très vite avant d'attaquer le gros du gros. Juste pour vous dire que, voilà, pour vous tenir au courant, j'ai donc forcément continué Perfect Harmony. J'ai continué, en fait, toutes les séries dont on vous a parlé et un peu plus, moi je les continue en tout cas pendant encore 2-3 épisodes, voire plus si ça marche bien. Perfect Harmony fonctionne toujours très bien sur moi. Il y a le côté musical, on voit que c'est un prétexte, mais ça me va. Puisque là on est vraiment sur des personnes, sur des relations, sur l'harmonie entre les gens, donc et puis bon voilà, c'est une série qui moi me plaît bien, en tout cas dans son deuxième épisode encore. J'ai trouvé ça drôle, bien rythmé et vraiment cool à regarder, en tout cas feel good. Étonnamment, Carol Second Act que je détruisais la semaine dernière, pas que je suis en train de lui dire que c'est devenu une série culte. Son deuxième épisode est bien meilleur, bien mieux rythmé, bien mieux écrit et joué. On sent que les gens qui jouent les rôles ont envie d'être là cette fois-ci, donc ça fait toujours plaisir. Donc comme quoi, il y a peut-être un espoir pour cette sitcom, on va dire très très classique. Et donc là-dessus, bon, j'ai regardé tout ça, mais il y a eu une nouveauté. Enfin pas nouveauté, mais une série qui est revenue alors que ça faisait déjà un petit moment. Je sais même plus en fait combien de temps ça faisait. 2 ans. 2 ans, hein. Ouais. Donc Mr. Robot, voilà, qui est revenu cette semaine pour la saison 4 et son premier épisode qui dure une bonne heure. Et quand je dis qu'elle dure une bonne heure, même jusqu'au générique de fin, il faut rester, hein, dès que vous voyez commencer à avoir des petits noms, etc., ne coupez pas parce qu'il y a encore des petits trucs. J'ai bien fait de me retaper un petit récap sur internet avant de commencer la saison, parce que j'ai remarqué que avec le temps je me souvenais de pas grand chose en gros, mais les détails c'était un peu flou, comme la série d'ailleurs l'est. Surtout que la saison 3 je l'avais bien moins appréciée que les 2 premières. Ah ouais, moi j'avais adoré la saison 3. Mais la première était vraiment très bonne, la deuxième, il y avait des bons épisodes, la troisième, je sais pas, il y avait un truc qui, peut-être c'était pas la bonne période pour moi.
Hein, encore La une fois, troisième, je la trouvais beaucoup plus complexe et difficile à suivre en à fait. digérer, Ah ouais. 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 Ah Ouais. ouais, moi, elle m'a retourné, quoi. Il y avait, je l'ai trouvé hyper dense, hyper Ah bah intéressante, oui. je trouvais qu'il remettait tout sur de bons rails. Il y a et la fin, notamment, est assez sublime, quoi. Enfin, Non, moi, mais j'ai ça, vraiment tout à fait adoré, quoi. d'accord. Mais je la trouvais plus. Je vais pas dire. C'est pas indigeste, mais voilà, comme tu as dit, Elodie, complexe, etc. Et comme tu l'as dit aussi, Olivier, dense. Donc, toi, c'est quelque chose qu'il faut. euh, ça dépend vraiment du moment auquel tu vas regarder la série. Si tu l'as regardé quand tu avais un peu de temps pendant une pause de série, tout ça, c'est peut-être plus facile que quand tu es avec 10 séries derrière Ouais, c'est sûr. à regarder et d'autres choses dans ta vie, etc. Mais bon, globalement, c'est une. À part la saison 2 qui était peut-être un peu moins bonne, et j'ai Siri qui vient de s'allumer. Il est chiant, hein. C'est pas la première fois qu'il a fait ça. Même au boulot, il me l'a fait. Pendant une réunion. C'est très gênant. Et donc voilà, j'ai bien fait de regarder ça parce que, comme tu disais sur Twitter, Elodie, toi, tu te souvenais de rien. Et, Ouais. c'est vrai. Alors, après, c'était perturbant parce qu'il y a quand même un previously au début de l'épisode, mais qui rappelle pas grand-chose, Et voilà. même rien du tout. Et Justement. t'arrives, il n'y a pas vraiment de saut dans le temps au début, en fait. Mais non, parce qu'en fait, le previously, tu dis, ah, ok, d'accord, bon, cool, on revoit des trucs avec le petit montage classique où on a des petits extraits, tout ça, jusqu'au moment où, en fait, du previously, tu bascules dans l'épisode Ouais, sans prévenir, c'est très bizarre. sans prévenir. Et là, tu dis, mais. Et c'est. Attends. Moi, c'est parce que j'avais vu le résumé, etc., que je me suis dit, ah, ok, d'accord, là, on n'est plus dans le previously, ok, bon, voilà, bon, bref. Je suis parti dedans, c'est. Les premières minutes sont choc. Mm. À plusieurs reprises. Pour plein de raisons, et je ne spoilerai rien, ça va être compliqué, mais je ne spoilerai rien. Toujours non, est-il que... Et il faut pas. Toujours est-il que là, on est revenu sur une construction très... comme la saison 1. Elle est toujours dense, etc. Il y a toujours plein de choses dans tous les sens, mais c'est surtout... c'est un épisode absolument génial dans sa construction, dans sa découpe, dans ses plans, dans sa façon de gérer les caméras. J'en ai pris plein la vue pendant 1 heure. Mm. Mon cerveau, il était en train de bouillir, etc. Parce qu'il se passait une tonne de choses. Et vous savez à quel point cette série-là joue avec vous sur votre réalité, la réalité que propose la série. Est-ce que ce que je viens de voir se passe maintenant, se passe pas maintenant? Il y a des petits moments où on te dit, voilà, ok, ça se passe un peu dans le passé. Mais après, par moments, on te le dit plus. Tu te dis, mais j'ai l'impression que ça se passe maintenant, mais... En fait, tout est là pour brouiller les pistes. On sait ce qui se passe globalement, il y a un fil conducteur, mais tout le long, on va te brouiller les pistes autant qu'on peut. Et c'est pas on te brouille les pistes parce que ça fait bien, c'est juste que c'est la façon de raconter de Sam Esmail et de son équipe. Et j'ai trouvé cet épisode de retour, c'est un vrai bijou qui, en gros, réussit à te montrer ce qu'est à nouveau Mr. Robot. Voilà, c'est tout ce que fait Mr. Robot est dans un épisode d'1 heure. Et j'ai trouvé ça très fort sans que ce soit indigeste. J'ai fini l'épisode, j'étais sur le cul et je voulais avoir la suite. Ce qui en général est un bon signe quand même. Au bout d'1 heure, au bout d'1 heure où on a joué avec toi, on t'a mené par la main et où on s'est amusé de temps en temps à casser un peu le 4e mur. Ça faisait vraiment plaisir de les retrouver. Et alors, musicalement, c'était vraiment parfait sur les scènes. Le choix de chaque chose, de chaque phrase, de chaque caméra, et il y a des effets dessus de plans encore inédits, même pour Mr. Robot, parce que Mr. Robot a quand même une vision, une photographie qui lui est propre. Ah bah, moi, en saison 3, vers la fin de la saison 3, il y a un plan... il y a un plan où il y a une qui est absolument magnifique, quoi. Je l'ai en tête et c'est un truc que j'ai vu l'année dernière et que j'ai vu nulle part, même au ciné, même enfin c'est en termes de qualité d'image, j'ai pas vu ça en dehors, quoi. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Non, c'est vrai que on voit que malgré tout,
c'est pas un gimmick, c'est là à chaque fois pour servir le scénario, l'ambiance et ce qu'il veut te raconter et là où il veut t'amener. Il n'y a pas de tiens, on va faire ça de cette façon-là, on va mettre tout dans le noir parce que ça fait bien. Non, il y a tout est pertinent et franchement, au bout de c'est ça, autant de temps sans la série et de la retrouver comme ça, c'était en même temps, je me retrouvais dans entre guillemets des chaussons, je sais vers quoi j'allais aller. Et d'un autre côté, il a réussi à me surprendre sur pas mal de choses et à me dire, ok, tu es reparti pour, je crois que c'est la dernière saison d'ailleurs. Oui, c'est la dernière saison, ouais. T'es parti pour une saison où je vais faire absolument tout ce que je veux, tu vas me suivre et tu iras jusqu'au bout et laisse-moi te raconter mon histoire et la finir comme je le veux. Et globalement, si tu avais accroché aux saisons précédentes de Mr. Robot, il n'y a aucune raison pour que tu n'accroches pas au début de celle-ci. Et moi, je suis... Ok, j'ai signé directement et j'espère ne pas être déçu par la suite parce que le premier épisode met la barre très très haute. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont j'ai trouvé ça. Et je sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a vu, à part donc Elodie. Non, j'ai pas vu. Si, je l'ai regardé hier, en mangeant. C'est surtout que oui, effectivement, je pensais pas être aussi perdu dès le début. Ouais. Mais après, en regardant l'épisode, tu raccroches les wagons, hein, c'est pas non plus hyper gênant. Et finalement, des fois, c'est pas plus mal un peu de se perdre. Ouais. D'autant plus que dans l'épisode, même si tu as réussi à raccrocher les wagons pour savoir où tu étais au départ, le fait que tu sois perdu un peu pendant et même à la fin, bah, c'est voulu. Et oui, voilà. Et c'est surtout au niveau des personnages, tu te dis, bon, alors attends, ça, c'est lui, il a fait ça, ok. Et en fait, comme t'es déjà concentré sur le fait que la série en elle-même veuille te perdre, et en même temps, t'essayes de te rappeler, donc tu cogites un peu. Mais sinon, après, ça se regarde. Hein. Oui, effectivement, c'est une des plus belles réalisations que j'ai vues en termes de série ces dernières années. Franchement, c'est magnifique, tout est réfléchi, et ça fait plaisir de voir une série qui, scénaristiquement, tu vois que c'est vraiment pensé en amont et que c'est pas on fait une série mais honnêtement on sait pas trop comment ça va se goupiller à la fin, on va raccrocher les wagons d'une manière ou d'une autre. Là, chaque minute est pensée pour un but précis. Donc voilà, ça valait le coup d'attendre 2 ans pour l'avoir. Et je sais pas pourquoi, après peut-être que c'est pas le cas et on n'est pas non plus dans les secrets de fabrication, mais que globalement ils ont dit voilà c'est ça qu'on voulait faire et que la USA Network qui est la chaîne qui le diffuse leur a dit ok faites ce que vous voulez, on n'a rien à dire. Globalement ils leur font confiance à 100% et je pense que bon voilà les premières saisons ont prouvé que voilà, le public répondait, donc la chaîne n'a aucun intérêt de venir interférer. Mais ça arrive parfois dans des séries comme ça où la chaîne vient un petit peu interférer, ou en tout cas on sent que c'est pas forcément le réalisateur ou le producteur qui a dit bon ben voilà on va le changer. On sent qu'il y a un truc externe, peut-être un petit peu comme dans Légion. Légion qui est une très bonne série, mais on sent que derrière il y a eu la chaîne qui a quand même un petit peu. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'on comprenne un truc à un moment donné. Ouais, voilà, et ça a dénaturé un peu la série. Donc, mais ici, bon après c'est pas non plus le même genre de moment où on est perdu, mais malgré tout. C'est quand même une qualité de Sam Esmail, c'est de réussir à nous captiver même si on comprend pas tout, quoi. Et c'était le cas sur Homecoming aussi, surtout au début de la saison, au début de la série, où sur les 3 premiers épisodes, honnêtement, je savais absolument pas ce que je regardais, quoi. Et tout d'un coup, tout se met en place, c'est un pulse. En fait, c'est regarder Inside Sam Esmail, c'est comme faire un pulse, quoi. C'est pièce par pièce, et puis on sait qu'au bout d'un moment, on aura le truc complet et qu'on comprendra, quoi. Mais c'est ça, c'est que en fait, c'est tellement qualitatif que d'instinct tu fais confiance. C'est pas comme quand tu regardes une série de network où dès le départ tu comprends rien, mais tu sais que de toute façon tu comprendras jamais rien et que c'est pas forcément fait exprès. C'est ça. C'est vraiment t'es pris par la main par son créateur qui te dit clairement viens, je vais te perdre, mais lâche pas ma main. Mais je vais te perdre. C'est ça. C'est un peu étrange. C'est le côté où t'es perdu, mais tu sens que malgré tout tu sais que tu vas arriver à quelque chose. C'est ça, exactement. Que tu pourras interpréter comme tu veux,
que tu interpréteras peut-être pas comme le créateur l'a voulu ou comme un autre spectateur va l'interpréter, mais c'est ça qui est voulu et tu le sais. Et c'est pas juste un gimmick commercial, quoi. Et quand on y pense, ce qu'il est en train de construire là avec ces deux séries et sûrement avec ce qu'il va faire plus tard, c'est quand même assez énorme, quoi. Ouais. Je pense qu'on s'en rend pas compte maintenant et tout, mais moi, par exemple, pour moi, c'est le seul véritable héritier à un Fincher, par exemple. C'est le seul qui est capable de créer une tension comme ça, avec rien, avec trois bouts de ficelle. Une ambiance Et, avec juste un plan fixe. C'est ça, quoi. Quand on y pense, c'est pas grand-chose, hein, ce qu'il fait. Non. Mais c'est juste, voilà, à la sortie. Voilà, à la sortie, on se dit, waouh, on a vu un truc extraordinaire. Alors qu'en fait, quand on décortique le truc, c'est pas si, c'est des petits trucs, quoi. C'est pas du grand effet spécial, c'est pas du grand. C'est juste avec le talent de la construction et tout. Moi, je trouve ça hyper brillant. Il arrive aussi, ça c'est au tout début de l'épisode, voilà, voilà. Il arrive à mettre un malaise. Ouais, c'est ça. Juste avec des flous dans certaines parties de l'image. Des plans étranges et un choix de musique qui fait que tu sens que c'est bizarre. Et tout est tellement réfléchi qu'en fait, voilà, tu ne peux pas, tu ne peux pas être pris par l'histoire et par ce qu'il veut te montrer, quoi. Après, oui, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Oh non, je suis perdu, j'y comprends rien, je lâche ». Ok, très bien. Mais ouais, si t'es un peu... comment dire, si t'es un peu accroché, c'est quasiment impossible de décrocher de la série. J'ai juste peur quand même que des gens l'aient oublié. Après 2 ans. Mais bon. Ouais, je pense que ça est revenu un peu en catimini. Hein. Ouais, bah oui, parce que là, franchement, c'est en voyant dans mon TV Time, je fais « Ah bah oui, c'est vrai, c'est maintenant ». Et je sais pas pourquoi, moi dans ma tête c'était pour janvier, quoi, un truc comme ça. Pas avant. Surtout qu'en France, on sait même pas comment ça va être diffusé. Parce Mm. que, en gros, France 2, ils vont diffuser ça dans 8 mois, 9 mois. À partir de 1h du matin, ils vont diffuser toute la saison. Donc, Ouais. Et encore, vu qu'ils avaient fait ça l'année dernière, ils avaient diffusé en 2 jours. Donc, à chaque fois à partir de minuit, je crois. Et du coup, évidemment, ils ont dit ah bah ça n'a pas marché. Bah oui, forcément. Et du coup, je sais même pas s'ils vont diffuser la dernière saison, quoi. Enfin, c'est très obscur, quoi. Enfin, pour des gens comme moi qui essayent de rester en légal, et bah c'est compliqué. Pour le coup, je vais peut-être demander à mon cousin américain pour une fois. Ouais. Petit cousin américain, bien connu. Bah ouais, je vais pas donner un coup de fil, là, je vais peut-être y aller. Ah bah oui. D'ailleurs, il s'appelle Phil. Le coup de fil. Alors, voilà, en tout cas, moi, je suis très content de l'avoir retrouvé et je l'ai dévoré. Et franchement, c'était vraiment bien cool. Ça m'a donné envie. Ah ben voilà, désolé. Alors, par contre, moi, c'est côté graphisme que ça me donne bien envie, mais que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc, Elodie, toi, tu as regardé Primal. Ah ouais, Oui, moi aussi, ça me tente vachement. je l'ai regardé juste avant de venir dans le podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas, Primal, en fait, c'est une série animée qui est créée par, alors je suis désolée, je sais pas comment on prononce son prénom, Jendi, Ah je oui, sais pas. Tartakovsky. Tartakovsky, ça va. Qu'on retrouve sur beaucoup de créations de Cartoon Network et de Adult Swim. Donc, dernièrement, il a fait Samurai Jack. Mais si vous avez une jeunesse dans les années 90, vous connaissez sûrement le laboratoire de Dexter, les Super Nana, etc. Et plein de choses, ouais. Les meilleurs. Donc, c'est lui qui fait ça. Et c'est diffusé sur Adult Swim. Donc, l'avantage, c'est que comme Adult Swim arrête de débarquer en France, on va pouvoir aussi le voir en France. Youpi! La particularité de cette série, je l'avais oublié, puisque moi, lançant l'épisode, que fais-je ? Par réflexe, je lance les sous-titres. Ce qui est totalement inutile, puisque cette série n'a pas de dialogue, en fait. C'est la particularité. Il n'y a pas un mot de prononcer pendant 30 minutes. Et en dessous, t'as juste les trucs, tu sais, l'aide pour les malentendants. Grognement. Musique triste. Non, j'avais les bruits des oiseaux. J'avais marqué « tchup, tchup ».
Donc voilà, ce n'est pas la peine de vous faire chier à trouver des sous-titres. Il n'y a pas besoin. C'est bien. Gros avantage. Et en fait, c'est pas dénué de sens, puisqu'en fait, la série se déroule à la préhistoire, ou du moins une préhistoire, puisque dans cette histoire, les hommes des cavernes cohabitent avec des dinosaures. Et donc, on va suivre un personnage principal. Moi, je propose qu'on l'appelle Serge, parce que du coup, il a pas de nom. Mais Serge, j'aime bien. Donc, je vais l'appeler Serge. Mais non, c'est pas Serge, faut l'appeler Guy. Guy. Ça s'écrit PIE2RE. Ouais, voilà, donc c'est bien, c'est une série sérieuse en plus, c'est bien. Oui. Et donc, Serge part à la pêche. Et quand il revient, il entend des cris effroyables. Et du coup, il lâche ses provisions. Il court juste à temps pour découvrir que toute cette petite famille est en train de se faire dévorer salement par un espèce de T-Rex croisé avec un rhinocéros. Donc, Serge, forcément, il en a gros sur la patate. Et donc, il va s'isoler seul sur une falaise. Seul sur il le fait son sable. Il fait son deuil et je vais pas raconter la suite parce que bon, c'est que 30 minutes d'épisode, il se passe beaucoup de choses, mais je veux quand même pas Tout raconter, c'est vrai. vous raconter, il faut quand même laisser de la surprise. Oui. On va en fait, le principe c'est qu'on va suivre notre personnage principal à travers son habitat, ses interactions avec la faune, la flore, tout ça. Et le tout toujours juste avec l'ambiance de la nature, des animaux, de lui, et sans dialogue. C'est absolument génial à regarder. C'est une très belle pépite. Déjà, au niveau de l'animation, c'est sublime. Ouais, en général, Tartakovsky, c'est toujours fou. Samurai Jack et la dernière saison, déjà, c'est un boulot monstre niveau animation. C'est très beau, mais du coup, c'est un peu différent dans leur représentation. C'est que là, on va avoir des décors qui sont un peu, assez pastel, très, je veux dire, crayonnés. C'est très joli. Et par-dessus, on va avoir tous les personnages, donc aussi bien les hommes que les animaux, qui vont, avoir plus le style de Tartakovsky avec des traits très épais, des couleurs beaucoup plus vives. Et du coup, ils ressortent vraiment de l'image. Et ça aide à avoir cette impression d'action, de mouvement. Donc, c'est beau parce que, en fait, comme il n'y a pas de dialogue, faut un peu compenser avec le reste. Mais c'est ce qu'on pourrait se dire au début, ça parle pas et on a l'habitude de regarder des séries très verbeuses en fait. Si on regarde une série américaine, il y a énormément de dialogues, c'est 95% de l'épisode. Et en fait, c'est pas du tout chiant à regarder parce que il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de l'émotion, il y a de la baston super épique. Ça dure une 30aine de minutes et on s'ennuie pas du tout en fait. Et même on s'attache très vite à ce personnage, alors que clairement, il nous dit rien pour ça. C'est uniquement avec les émotions qu'il véhicule par l'image et par ses actions. Et donc on va le découvrir lui, on va s'attacher aussi, alors je spoile pas, mais il va avoir un animal qui va devenir sa compère. Et pareil, on a beaucoup d'empathie pour les deux personnages, mais franchement, c'est pas une comédie, j'ai pas précisé, mais c'est hyper tragique, c'est assez violent, mais ça a chialé par moments, c'est loin des super nanas, quoi. Et surtout, c'est très violent. Voilà, donc montrez pas ça aux enfants. Il y a des passages assez gore. Bon, on reste dans la violence graphique qu'on a l'habitude de voir souvent sur Adult Swim. Ça reste dans le même moule. Et surtout, du coup, comme il n'y a pas de dialogue, on compense avec beaucoup d'ambiance sonore, avec tout ce qui est ambiance... là, ça se déroule plus dans une ambiance de marais et de jungle. Donc, on a beaucoup de sons d'eau, d'oiseaux, voilà, vous imaginez une jungle, vous savez ce qu'on y entend. Avec aussi tout ce qui est bruitage d'animaux pendant la baston. Il y a aussi un peu de musique. C'est discret, mais ça souligne bien les passages un peu émotion. Voilà, c'est très beau. C'est un très bel exercice de style qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, aussi bien en série normale qu'en série animée. Donc vraiment, rien que pour le fait que ce soit un ovni dans le paysage audiovisuel de notre époque, franchement, allez le voir, c'est très beau. Ok, donc Primal sur Adult Swim, donc en France. En Belgique, je sais pas du tout, je pense pas qu'on ait Adult Swim, je sais plus du tout, bref. En tout cas, à surveiller si vous ne l'avez pas encore vu et si vous aimez donc, justement le travail de Genndy Tartakovsky. Très difficile à dire quand tu as bu de la bière. Là, tu peux bégayer, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes, Tartakovsky? Prends des lettres, tu secoues, ça fait un nom, ça passe. Ouais.
Ok. Voilà, donc en tout cas, pour rappel, on vous a globalement tous conseillé une série. C'est des recommandations, pas des non-recommandations. Donc Batwoman, Mytho, Mr. Robot et Primal. Donc ça vous fait déjà un beau programme, surtout avec les séries dont on vous a parlé dans les épisodes précédents, voilà, qui sont toujours en cours. Juste un petit mot, voilà, comme ça, j'ai un peu lancé ça de façon abrupte, à l'arrache, comme d'hab. J'ai lancé un petit spin-off du podcast où je vous parle de Saturday Night Live. Comme ça me permet, moi, d'en parler librement avec le temps dont j'ai besoin sans saouler mes comparses ici, parce que tout le monde ne regarde pas forcément ce show à sketch. Donc c'est tous les lundis, en tout cas quand il y a eu un épisode le samedi précédent, parce que parfois il y a des pauses. Tous les lundis, je reviens pendant 15 à 20 minutes sur l'épisode du vendredi passé, pour vous dire ce qu'il y a eu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et en tout cas, un peu partager mon avis sur ce que j'ai vu là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal. Et c'est passé sur le flux de Podcut aussi, tout comme C'est rigolo passera quand il reviendra sur le Podcut. Donc tous les podcasts séries de Monsieur Série and Friends passent sur le flux Podcut désormais. Donc voilà, un seul flux pour tout récupérer, c'est beaucoup plus simple. Le mot de la fin, on va peut-être mettre le petit générique comme quoi on a terminé. Hop. Et on va passer au mot de la fin avec Cécile. Le mot de la fin. Téton. Petit navire. Un bas de téton ou C'est ça, le bas de téton. Le bas de tête. Le bas de boobs. Élodie, le mot de la fin. Poisson. C'est ce que t'as mangé, c'est ça? Non. C'est un bas de poisson. c'est l'odeur Non. qu'il y a chez toi? Non, regardez Primal. Ah oui. Le bas de fish. Olivier. Gros mytho. Ok, d'accord. Bref, bon. Hein. Ok. Moi, je dirais robot. Hein, voilà, je peux pas te chercher très loin, mais... Parce que voilà, Mr. Robot, je l'ai vu, moi, ce matin. Et ça m'a marqué, hein, quand même. C'est un peu violent le matin, mais ça passe. Ça passe très bien. Ça passe très bien. Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout va bien, pour parler encore plus de séries. Et surtout, petit rappel, la semaine prochaine, on aura une invitée, qui est donc Marion Miclet, qui a écrit le livre Découvrir New York en série et Découvrir Londres en série, qui est un guide pour visiter les villes, tout en se basant sur des séries qui sont tournées ou qui se passent dans la ville du livre. En tout cas, ici, ce sera à New York, principalement, pour moi. Et aussi toute la partie sociale, sociétale et historique de la ville qui nourrit les séries et que les séries nourrissent aussi en retour. Donc un livre très intéressant, en tout cas que voilà, je suis en train de terminer pour la semaine prochaine. Et je pense qu'Élodie a aussi déjà lu. Oui. Voilà, donc on va pouvoir lui poser des questions. Donc Oui. rendez-vous la semaine prochaine pour une partie interview, donc sans doute un peu moins de news, mais plus d'interviews, ce qui est bien aussi. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, de bonnes séries, pas Bon Jovi parce que c'est un con. Parce que fuck Bon Jovi.